j'ai essayé de voir, est-ce qu'il y a 2 mots ou 3 mots qui, pour moi, disent mon engagement dans la non-violence aujourd'hui. Heu, j'ai très spontanément pensé à 2 mots, le mot rencontre et le mot parole, hein, et c'est sur ça que je veux partager avec vous, en fait. Hem, le mot rencontre d'abord, je pense il y a quelques années, j'aurais encore dit relation. Hem, mais une relation est faite de beaucoup de rencontres renouvelées et parfois il y a des rencontres qui n'amènent pas à une relation, qui restent des rencontres ponctuelles, mais qui sont aussi importantes. Donc voilà comment est-ce que c'est venu et qu'est-ce que ces rencontres, changent dans ma vie? Je pense des rencontres qui étaient très, très importantes pour moi quand j'étais jeune adulte, c'était le fait qu'avec mon frère, on a vraiment prié de pouvoir rencontrer des chrétiens en Europe de l'Est, derrière le rideau de fer. Ça vient, heu, aussi du fait que ma famille a une lignée qui va en Moravie et Pologne, hein, ça date de 3-4 générations, c'est loin. Mais, comme autrichienne, j'ai vécu à côté du rideau de fer et on a fait des vigiles, des promenades de prière sur la trace rouge que vous voyez sur la carte géographique, hein, avec la Tchécoslovaquie. Donc, on a pu rencontrer des personnes qui nous ont ouvert les portes aussi de pouvoir revenir en Slovaquie notamment. Euh, et on a fait partie de tout un réseau qui ensuite a apporté, vous savez, les Bibles, les livres, voilà. Et au-dessus de tout, dans les sacs à dos, un paquet de café pour le douanier, pour qu'il se taise. Et nous, on est passé avec tout ça. Euh, mais ce qui était vraiment important pour moi là-dedans, c'était d'apprendre de jeunes de mon âge, qu'est-ce que ça voulait dire de vivre dans une dictature? Qu'est-ce que ça voulait dire d'être chrétien dans un État athée qui persécutait l'Église et les chrétiens? Et comment, par exemple, on bouge dans un pays comme ça sans trop se faire remarquer, voilà. Comment on brouille les pistes, hein, de là où on veut aller, bah, on descend du bus 1 heure plus tôt ou 1 heure plus tard et on prend un grand détour et bah, voilà, toutes ces petites choses, hein, et de voir aussi mes amis qui ne pouvaient pas aller à l'université parce qu'ils n'étaient pas dans le parti politique et des choses comme ça. De rencontrer, à l'époque, je travaillais déjà avec des personnes avec un handicap, de rencontrer dans une institution qui en fait était une congrégation clandestine, une femme avec un handicap qui me demande, là d'où tu viens, c'est aussi illégal de prier. Et je lui ai dit, tu sais, ce n'est pas illégal chez nous, mais chez nous on allume la télé, hein, donc d'entrer aussi dans ces écarts culturels de nos vies. Ça, c'était un engagement quand j'étais jeune adulte. Un autre engagement, c'était mon engagement avec des personnes avec un handicap. C'était un endroit où, en fait, je ne voulais pas être au début. Hein, j'ai rencontré lors d'un stage des personnes avec un polyhandicap qui ne parlaient pas, qui ne marchaient pas, qui aimait la musique, mais quand il chantait, c'était terriblement faux. Et en fait, je ne trouvais pas une terre commune avec eux. Et je me suis jurée, mais vraiment haut et fort, que jamais de ma vie je travaillerai avec des personnes avec un handicap intellectuel parce que je ne me sentais pas capable. Et le seul travail que j'ai trouvé dans la ville où j'ai voulu rester, c'était évidemment avec des personnes avec un handicap intellectuel. Et j'y suis restée pour toute ma vie professionnelle avec une grande joie et vraiment sans usure professionnelle. Je n'ai pas connu ça. Mais comment est-ce que c'est venu? C'est
parce qu'au tout début, quand je ne voulais pas être là, il y avait aussi un homme avec un handicap qui, lui, ne voulait pas être là non plus. Et on a trouvé nos moyens différents de l'exprimer. Lui, il allait aux toilettes et moi, j'ai foncé dans mon travail. Et on avait vraiment consigné de le rappeler des toilettes, hein, parce que sinon il pouvait y passer sa vie. Mais un jour, j'étais sur une table pour accrocher des guirlandes pour une fête et je ne pouvais pas le suivre. Et il faisait terriblement chaud et les guirlandes ne faisaient que tomber. Et voilà. Et à un moment donné, cet homme, il revient tout seul, avec un verre d'eau qu'il m'a tendu. Et j'avais vraiment soif, mais je n'avais rien dit. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que cet homme a appris dans sa vie que moi, je n'ai pas encore appris? Et je me souviens, vraiment comme si c'était hier, de ce moment où je suis descendue de la table. Et c'était vraiment, je ne sais pas, comme Saché qui descend de son arbre. C'était un peu ça. Et quand j'étais en bas, j'étais prête d'être là et je savais que j'allais apprendre ici. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et donc, c'était vraiment des rencontres clés au début de ma vie de jeune adulte et qui m'ont amenée à rencontrer, de faire une rencontre pour laquelle je n'étais pas préparée. C'était la rencontre avec mes limites. Parce que dans un environnement comme ça, les limites de la patience, ça, ça se sent très vite. Les limites de notre capacité de communication quand il n'y a pas de paroles, c'est une limite parfois très, très dure, très dure. Mais aussi les limites que je portais tout simplement en moi. Je traînais derrière un échec scolaire parce que le maths, ça me dépasse complètement. Hein, et, voilà. Et ça a aussi changé un peu mon choix professionnel. Et plus tard dans ma vie, quand je faisais déjà partie d'une communauté de l'Arche de Jean Vanier, on m'a confié la fondation de l'Arche en Autriche, qui s'est soldée dans un conflit monstre avec l'église locale, par exemple, voilà. Et les personnes qui étaient dans le conseil d'administration et vraiment tout le monde. Et c'est devenu très, très, très violent. Et comme j'ai voulu rester à l'Arche, et l'Arche était plus important pour moi que le pays dans lequel je vivais, c'est comme ça que je suis arrivée en France. Et les premières années, je suis arrivée en choc émotionnel et je pense traumatisée. Ouais. Et pour les premières 2 années, j'étais incapable d'avancer dans l'apprentissage de la langue. J'avais des bases, hein, parce que je l'avais appris à l'école, et voilà. Mais j'étais vraiment bloquée. Et donc, c'était 2 années d'une grande solitude et de beaucoup de silence. Et j'étais reconnaissante de pouvoir travailler avec des personnes avec un polyhandicap qui ne parlaient pas non plus. Donc, on a partagé beaucoup de choses sans parole. Bon, et ça avec un accompagnement dont j'ai profité pendant ce temps-là et le temps qui passe et la prière et tout le reste. Je suis vraiment aujourd'hui, et j'étais très vite en fait, très, très reconnaissante pour ces 2 années. Hein, qui était le creux de la vague, mais dont j'ai retenu une parole pour moi. J'ai vraiment, je pense, durablement effacé 2 mots de mon vocabulaire. Ce sont les mots échec et réussite. Et je les ai remplacés, pour moi en tout cas, par les mots croix et résurrection. Parce que c'est autre chose. C'est
l'échec dans notre société, très souvent, il nous isole. Hein. La croix, c'est la communion avec quelqu'un. Et c'est la même chose avec la réussite. Et la résurrection, c'est la vie avec quelqu'un. C'est la vie avec le Christ, mais c'est aussi la vie avec la communauté de ceux qui sont sur ce chemin de la passion et de la résurrection. Donc, de cette époque-là, il y a vraiment une parole forte qui m'est restée. Et la deuxième chose qui m'est restée, c'était de me dire, mais il doit y avoir des moyens intelligents de résoudre des conflits quand même. Hein. Parce que d'en arriver là, c'est trop bête. Ça m'arrive une fois dans ma vie, mais pas deux. Hein. et surtout j'étais quelqu'un qui était toujours très vite en position de responsabilité. Donc, je me suis dit, mais je ne veux pas permettre ça sous ma responsabilité non plus. Donc, c'était en France que je me suis mis en recherche de ce qui pouvait exister dans le domaine. Et j'ai trouvé un tract de MIR France. J'ai commencé à me former à la non-violence active. Et j'étais très, très heureuse. Hein. Très heureuse d'avoir trouvé ça. Et à l'époque, je devenais aussi directrice de l'Arche, de la communauté de fondation en plus. Et donc, j'avais vraiment beaucoup d'occasions, en fait, d'exercer la résolution des conflits hein, qui inévitablement arrivent sur la table d'un directeur. Et après ce mandat de directrice, je me suis dit, bon, ça fait des années maintenant que je lis sur la non-violence active. Maintenant, j'aimerais aller voir. J'aimerais aller voir des vrais gens qui vivent ça chez eux. Et j'avais toujours un attrait pour l'Afrique. Hein. Et j'ai pu passer cette semaine à Lubumbashi avec le groupe d'action non violente évangélique, qui était un groupe qui était fondé après un passage de Jean Gosse. Et en plus, c'était à un moment vraiment historique. Hein. J'étais dans l'avion quand les accords de Sun City étaient signés. Donc, j'arrivais dans ce pays où à la fois espoir et peur se sont entrechoqués. Hein. Et c'était un temps très, très précieux. Et encore une fois, j'ai beaucoup, beaucoup appris de ce groupe. Hein. Je venais vraiment dans une attitude et avec et c'était convenu comme ça. Je veux être avec vous. Je veux, si vous voulez bien, je veux bien vous accompagner pour voir, mais je ne viens pas pour enseigner ou je sais pas quoi. Hein. Voilà. Et j'ai beaucoup appris par leur savoir-être. Hein, parce que j'ai vu comment ils transposaient le savoir-faire dans leur vie, y compris dans leur vie de tous les jours. Hein. Et ça m'a beaucoup, beaucoup impressionnée, vraiment. Et à l'époque, j'ai pensé que c'était une fois dans ma vie que j'allais être en Afrique. Donc, la mort dans l'âme, je suis repartie en Europe. J'ai pris le travail de consultante, de formatrice. Mais c'était l'époque où, en fait, en Afrique francophone, la société civile était émergente hein, dans ces années-là. Et le MIR France commençait à avoir plusieurs demandes de groupes au Togo et au Congo-Brazzaville. D'abord, d'envoyer quelqu'un pour la formation. Et comme je travaillais dans la formation, ils ont trouvé que c'était une bonne idée que ce soit moi qui y va. Et là, il y a de plus en au fil du temps, des amitiés qui se sont créées avec Yao, que certains d'entre vous connaissent, hein, parce qu'il participe de temps en temps à nos rencontres. Yao au Togo et Jean-Pierre Massamba et, au Congo-Brazzaville. Et c'est devenu en fait une façon de cheminer avec eux. Et oui,
un chemin de partage, tout simplement. Et dans ma tête, j'ai commencé à me dire, bah, il faudrait que je trouve des méthodes et des techniques et des systèmes et des, voilà, et des stratégies. Et c'est vraiment important hein, dans ces pays où la société civile prend sa place. Et je n'ai pas tellement trouvé. Hein. Donc, c'était un temps d'une insécurité, en fait. Hein. Parce que, en même temps, je me suis dit, vous savez, ici, de prêcher la non-violence de Martin Luther King, qui a vécu ce qu'il a vécu dans un état de droit. Mais on ne peut pas transposer ça, 10 sur 10, dans des états sans droit. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est malhonnête. Donc, du coup, j'ai commencé à avoir pas mal de questions hein, aussi sur la... comment dire, sur une certaine orthodoxie de la non-violence. Et j'ai commencé à poser mes questions à droite et à gauche et j'ai constaté que je commençais à insécuriser les gens. Parce qu'en plus de ces questions, je me suis dit, mais la non-violence repose sur deux choses. C'est la conscience de toute personne humaine et c'est la solidarité. Et dans des pays, après des guerres civiles, ou même s'ils ne sont pas si civils que ça, et même si les ethnies, etc., sont instrumentalisées, mais c'est le tissu social qui est déchiré. Et après des longues années, des décennies de dictature, qui viennent après des décennies de colonialisme, c'est le tissu social qui est gravement, gravement affaibli. Et après des décennies blanches, sans école. En fait, les personnes, comment dire, les consciences, la capacité de conscience, elle est toujours là, mais elle n'est pas éduquée, elle n'est pas éclairée. Et elle peut même être, comment dire, nos blessures, je connais ça de ma propre histoire, nos propres blessures font qu'on met certaines lunettes et qu'on voit la réalité à sa façon. Donc, je me suis dit, mamma mia, mais notre enseignement sur la non-violence sont ces deux piliers, ou avec ces deux piliers, où je veux encore trouver une autre solidité. Hein? Qu'est-ce que c'est cette non-violence? Et le travail de réconciliation dedans. Comment est-ce qu'on articule tout ça? Et alors, j'ai drôlement insécurisé mes amis de Mire, je peux vous dire. Hein. Qui un jour m'ont engueulé et quasiment mis dehors. Et dans cette crise, je suis arrivée au Mire Congo chez mon ami Jean-Pierre et un ami congolais. On marche dans la rue à Kinkala et je leur raconte mes misères. Jean-Pierre, il se met devant moi, il me coupe le chemin, il me prend par les épaules et il dit « Maria, l'appel de Dieu est personnel, nominatif et irrévocable. » Et on a continué le chemin. Et après, on a mangé dans un resto où sur la nappe en papier, on a dessiné la non-violence en Afrique. Donc, et depuis, je pense que c'était le vaccin par lequel il fallait passer. Mais ce que je veux dire, c'est là aussi, il y a à nouveau une période de solitude et de silence. Et c'est quelque chose qui revient dans ma vie, en fait. Et à la limite, je vais même y être fidèle. Et pendant cette période, donc j'ai eu un Jean-Pierre qui m'a pris par les épaules. Mais il y avait aussi un autre événement, c'était le Synode d'Afrique à Rome, qui était un moment, mais fabuleux, fabuleux. J'ai du mal à le décrire hein, avec une religieuse ivoirienne, une copine, on s'est dit, on y va. On y va, on n'est pas invité, on n'est pas attendu, mais on va voir ce que c'est ce truc. Et on n'était pas déçus, hein. C'est parce que c'était un moment où
il suffisait de se promener n'importe où au Vatican, tout le monde a parlé avec tout le monde. Tout le monde s'est tutoyé et voilà, et les échanges étaient incroyables. Et évidemment, je n'étais à aucune des sessions officielles, machin, hein, mais il y avait beaucoup des conférences dans les bibliothèques le soir et ces rencontres où en fait chacun racontait sa vie. Et à la fin d'une semaine, je me suis dit, mais en fait, je n'ai entendu que parler des rencontres, des analyses aussi, oui, analyses des situations très fines, qui m'ont beaucoup éclairé, mais toujours à partir des rencontres. Et je n'ai pas entendu parler de méthode. Et suite à ça, je suis tombée sur un livre d'un théologien américain qui a intitulé son livre « La réconciliation, spiritualité et stratégie ». Schreiter. Et il dit, le travail de réconciliation, c'est 90% de spiritualité et 10% de stratégie. Et ça m'a rassurée et je me suis dit, OK, donc là, je suis sur le bon chemin. Je ne vais pas éteindre mon cerveau, mais c'est aussi un appel de se laisser guider parce que le travail de réconciliation, de guérison des mémoires, et de voir des personnes agir dans leur contexte que eux ils connaissent, que moi je ne connais pas si bien en tout cas. C'est un travail de l'esprit, hein? Donc il faut le laisser souffler. Et voilà. Et après, il y avait deux événements qui étaient aussi importants pour moi. Il y avait une personne sur mon chemin qui m'a toujours poussée à mettre des paroles. Et cette personne, figurez-vous, elle est là, parmi nous aujourd'hui. C'est Marie-Noël. Oui, Marie-Noël, tu étais terrible. Et c'est là où Church and Peace est aussi entré dans ma vie, hein, quand toi, tu étais secrétaire. Et tu m'as dit, tiens, viens faire une conférence. Et sur ma première conférence pour Church and Peace, on a bossé une année. Et Marie-Noël, avec obstination, me l'a renvoyé souvent en disant, oui, là, il y a un passage, tu peux aller plus loin. Là, il y a un autre, ce n'est pas très clair. Et ainsi de suite. Et, mais qu'est-ce que ça m'a aidé, en fait, hein? Et le deuxième événement, c'est aussi avec Church and Peace que j'ai pu participer à une rencontre qui était près de Mostar, de tous ces petits groupes qui commençaient à se fédérer en Europe du Sud-Est. Et là, je suis tombée sur un centre à Sarajevo, un centre de Ménonites qui fait un travail d'accompagnement psychosocial des personnes traumatisées de guerre. Et ils croisent en permanence les ethnies, les religions, y compris les athées, les femmes et les hommes, les vétérans et les victimes. Et ça fait partie de leur logique et ils ont formalisé ce cheminement et ils ont repris le schéma de quelqu'un. Et je suis repartie et pendant 3-4 ans, j'ai juste vécu avec ce schéma un peu présent à mon esprit. Je ne l'ai pas utilisé, mais je l'ai croisé avec mes propres expériences. Et petit à petit, je me suis dit, mais ça, c'est un outil qui donne 10% de structure et 90% d'espace pour l'esprit d'agir dans les rencontres. Et un jour, Augustin Kundabashaka, un pasteur burundais qui vit ici en France, qui fait aussi partie du MIR, m'a demandé si je voulais venir avec lui au Burundi et, pour un séminaire. Et on a fait ça. Et l'archevêque de Bujumbura, il a participé à ce séminaire.
du début jusqu'à la fin. Et à la fin, dans une petite conversation à 3-4, il a dit oui, mais concrètement maintenant, parce que le diocèse vient de vivre un synode et la population attend de nous que nous travaillions pour la réconciliation. Comment pouvons-nous faire? Et c'est là où le schéma m'est venu à l'esprit. Je l'ai dessiné par terre. Et, et on s'est dit, mais voilà, des personnes qui ont du mal d'accepter la mémoire des autres. Comment on pourrait ensemble trouver des réponses hein, qui les aident à avancer, ou des personnes qui sont enfermées dans un désir de vengeance, ou autrement, ceux qui veulent vraiment aller vers les autres, mais qui n'ont pas encore l'espace pour le faire. Donc, voilà, on a commencé à réfléchir et par la suite, j'ai passé 3 ans au Burundi en faisant la navette. 2 mois au Burundi, 2 mois en France, 2 mois au Burundi, 2 mois en France. Et vous savez, je mets ça ici parce que c'est comme cette parole de Jean-Pierre. Hein, parfois, il y a aussi des paroles qui ne viennent pas du tout de nous, mais qui viennent de nos frères et sœurs, qui nous font confiance. Et ça, ce sont des paroles agissantes qui donnent lieu à quelque chose de vraiment de nouveau. Hein. Et, Christian de Chergé, par exemple, a cette magnifique phrase. C'est la présence d'Élisabeth qui a permis à Marie de chanter son Magnificat. C'est ce type de rencontre qui libère la parole, qui libère une sagesse, qui libère une force d'agir quelque part, qui nous échappe complètement, mais qui est tout autant entre nos mains. Et c'est ça qui s'est passé pour moi au Burundi, et je pense que c'est pour ça que je suis tellement attachée à ce pays, à beaucoup de personnes dans ce pays. Mon chemin m'a entre-temps amené en Centrafrique, où j'irai pour la 11e fois en septembre, en 6 ans. Et un de mes engagements principaux, parce qu'entre-temps, j'ai aussi fait une petite formation thérapeutique, hein, parce que j'ai vraiment une conscience de la responsabilité qui nous est aussi confiée. Hein. Donc, un de mes engagements principaux, c'est la présence dans un centre d'écoute pour des personnes traumatisées, parce que cette paroisse, elle est construite sur la frontière avec le quartier musulman. Et ce n'est pas uniquement un quartier résidentiel musulman, c'est vraiment le fief, hein, aussi avec des djihadistes infiltrés de temps en temps. Et quand ça pète à Bangui, c'est là où ça pète. Et la paroisse s'est pris 3 attaques. Et voilà. Donc, des personnes traumatisées, il y en a. Hein. Et c'était en octobre, en écoutant des personnes, que tout d'un coup, j'ai pris conscience de combien j'étais heureuse là. Vous savez, vous connaissez ces moments hein, où tout le morceau du puzzle, tout d'un coup, se rejoignent. Et c'était un moment comme ça, où je me suis dit, mais ce que nous sommes en train de faire ici, parce qu'il y a aussi des musulmans qui viennent, hein, il n'y a pas que les gens de la Légio Marie. Hein, ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment partager les joies et les espérances et les tristesses et les angoisses des hommes de notre temps et des pauvres surtout. Et de tous ceux qui souffrent. Et c'était magnifique parce que en fait, c'est ça qui m'a fait penser, mais c'est par notre simple rencontre et l'accueil de la parole, l'échange de la parole, hein, que des personnes se mettent debout, que des liens se recréent,
qu'une mémoire advient. Parfois une mémoire qui est interdite, ou qui est déformée, ou tordue, ou non dite, voilà. Et parce qu'il y a une mémoire, il y a une solidarité qui peut naître aussi, hein. Il y a un avenir qui devient possible en quelque sorte. Mais c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est ces rencontres, cet échange de la parole, ces rencontres où la parole peut se frayer un chemin aussi. C'est aussi un acte, mais profondément politique. Politique dans le sens, parce que ce sont les gens qui vont agir demain, qui vont agir dans leur quartier. Et je les vois, hein. Je les vois agir dans leur quartier, dans leur ville, dans leur pays, que je vois traverser des peurs, que je vois traverser des frontières. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Et vous savez, quand moi je vois ça, en fait, c'est là où j'ai de plus en plus envie de me taire, hein, de m'incliner et de me taire. Ça quelque chose du buisson ardent, hein, où je n'ai plus qu'à enlever les sandales, quoi. Voilà, voilà. Et donc, c'est dans ces espaces-là que je trouve un vrai empowerment, hein. Et les semences de non-violence, qui du coup est juste, ajustée, renouvelée aussi, là où elle doit l'être pour répondre vraiment à, non seulement à la curiosité intellectuelle de quelqu'un qui a lu un peu Gandhi, mais pour répondre aux besoins et aux questions de vie et aux questions existentielles des jeunes du quartier, voilà, d'une veuve qui vient, d'une jeune femme qui tombe dans les pommes quand elle entend un certain bruit, et ainsi de suite. Il faut que la non-violence, elle réponde là, hein. Et ouais, je suis heureuse avec ça. Très, très heureuse et reconnaissante. Bon, voilà.